Bonjour, je m'appelle Viviane Cangeloni et je suis astrothérapeute. Je vais vous parler aujourd'hui du climat de 2019 d'un point de vue astrologique. Peut-être vous êtes un petit peu au courant de ce climat, peut-être que vous surfez sur le net à ce propos, et je vais vous présenter ma propre version. Les astrologues ne cessent de commenter un événement. En 2019, Uranus entre dans le signe du Taureau où il va séjourner 7 ans. Alors, on peut se demander pourquoi un tel émoi. Que représente Uranus? Pour les astronomes, c'est la première planète découverte à l'aide d'un télescope. Soudainement, pour la première fois depuis l'Antiquité, en 1781, donc c'est loin de l'Antiquité, les frontières connues du système solaire qui s'arrêtaient jusqu'à là, Saturne, se sont élargies. Vous devez imaginer le choc dans ce siècle des années-lumière naissante. Le ciel clos par les anneaux saturniens s'ouvre soudainement. Et la nouvelle planète découverte double l'ampleur de notre système céleste. On donna à cette planète extraordinaire d'apparence bleu-vert le nom d'Uranus. La voie est libre pour d'autres découvertes alors. Parce que mentalement, ça devient possible et le progrès le permet. Il faut bien comprendre que c'est presque aussi faramineux que le premier pas de l'homme sur la Lune. Toute proportion gardée parce qu'on n'est pas dans la même époque. Et bientôt suivront donc d'autres découvertes, celles de Neptune et puis de Pluton. Et qu'en est-il pour les astrologues? Pour les astrologues, cette réalité physique, observable, mesurable, est associée à un symbolisme que l'on pressent déjà comme porteur de changements détonnants. On peut se demander, mais pourquoi les astronomes eux-mêmes ont nommé précisément Uranus, plutôt que du nom de son découvreur, William Herschel, du nom de ce dieu antique, et pourquoi pas de notre dieu? Dans l'Antiquité grecque, ce ne sont pas les noms de dieux qui manquent. Et donc, pour la numérologue que je suis, on peut s'interroger sur le nom. Est-ce qu'un nom, une nomination, c'est un simple hasard ou une synchronicité qui va avoir un impact? Les planètes portent donc le nom des dieux de la mythologie romaine, qui s'élaborent à partir de celles de la Grèce antique. Et leurs particularités symboliques sont en résonance avec des archétypes fondamentaux qui nous animent et qui font partie de notre nature humaine. Il y a d'autres astrologies, bien sûr. Là, je parle de l'astrologie occidentale. Et à l'écoute du nom des planètes, nous entrons dans le grand mystère de notre symbolisation du monde. Par exemple, Vénus. Pas nécessaire de connaître l'astrologie pour identifier immédiatement Vénus à la femme, au féminin, à la beauté, à l'amour. C'est très simpliste, mais n'empêche que c'est notre résonance immédiate à partir de ce nom qui en soi contient toute une mythologie, tout un archétype qui arrive avec ce simple nom de Vénus. Parce que cela nomme une force vive qui n'est pas encapsulée dans une mythologie ancienne. Elle a été incarnée par cette mythologie ancienne, mais cette force vive est inhérente à l'être humain. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Nommée Aphrodite pour les Grecs, Ishtar pour les Babyloniens, cette Vénus est la déesse de l'amour et de la beauté. Et dans notre thème astrologique, la façon dont elle brille va refléter la façon dont nous rayonnons notre féminité. Nous pouvons constater une analogie entre chaque planète, pas simplement Vénus, et l'incidence dans nos vies du symbolisme contenu dans le nom mythique dont chacune de ces planètes est porteuse et de la façon dont elle est nommée. Et les événements qui adviennent en parallèle, en concomitance avec les mouvements planétaires, sont également en correspondance avec leur symbolisme. Par exemple, c'est lors de mouvements uraniens, pour revenir à Uranus qui nous occupe dans cette présentation, pour revenir au mouvement uranien, les grandes découvertes apparaissent chaque fois
à des moments majeurs du cycle planétaire d'Uranus, que ce soit celle de l'électricité qui a rendu possible tant d'autres inventions et progrès phénoménaux. Machines à vapeur, voitures, l'électricité a été énorme puisqu'elle arrive à notre Internet d'aujourd'hui. On ne va pas sur la Lune à un moment donné s'il n'y a pas eu une performance électrique qui bien sûr s'est transformée, qui est devenue numérique, etc. Mais il y a aussi les effets collatéraux de ce progrès qui peuvent s'avérer tout à fait déshumanisants et qui posent un problème. Nous ne sommes plus aujourd'hui en train d'adorer le Dieu progrès. Et puis, il y a eu aussi toutes les revendications pour les droits humains avec la Révolution française et les États fondés des États-Unis et la droit, cette charte des droits de l'homme et du citoyen. Mais c'est énorme parce que nous étions dans un équilibre qui était en France, par exemple, le tiers-État, l'aristocratie et la royauté. Et tout à coup, cela bascule. Et dans les États-Unis d'Amérique, on sait qu'il y avait cette tension entre le Nord et le Sud, et on a fédéré ces États. C'est pas gagné pour autant, mais il y a quelque chose là qui a reconnu que cet esclavage qui s'était reprogrammé quelque part n'était plus acceptable. Mais en même temps, ces révolutions ont tué, ont fait exploser des vies, des monuments, des idées. Donc cette libération n'est pas une libération qui est magique comme ça et toute chez les bisounours. Marie-Antoinette a quand même été décapitée. Voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas tout à fait doux comme action. Et dans nos vies, l'époque de la quarantaine, qui acte souvent une fracture pour plus de liberté, correspond à un moment de ce cycle uranien. Et si vous pensez à vos 40 ans, si vous les avez déjà eus, ou si vous en êtes proche, eh bien, ça peut être très bousculant, parce qu'au nom de ce besoin de liberté, quelque chose de fracturant arrive souvent dans nos vies. Ce symbolisme est donc associé à une force disruptive, et en vue d'un renouvellement. Parce que le monde ne peut pas s'arrêter d'avancer. Nous allons vers l'avant, même si on va dans le mur, on va quand même vers l'avant. Et c'est le mouvement de la vie. Et c'est le mouvement des planètes. Les planètes ne vont pas en arrière. Il y a ce qu'on appelle un phénomène des planètes rétrogrades, mais c'est une illusion d'optique dont nous tenons compte. Les astronomes en tiennent compte puisqu'ils les répertorient tels quels dans ce mouvement apparemment rétrograde, et les astrologues en tiennent compte parce que c'est une période de retour en arrière à l'intérieur de soi sur ce principe, pour intégrer, pour réparer, pour rétablir quelque chose. Comme quand vous retournez en arrière dans vos vies parce que quelque chose n'a pas été fait correctement à votre avis, donc vous faites un retour en arrière. Mais c'est pour mieux aller en avant. Donc, nous sommes avec ce nom d'Uranus. Et j'ai envie d'ouvrir avec vous ce nom d'Uranus. Et pour cela, de vous raconter une histoire. Une histoire ancienne, un peu comme un conte qu'on raconterait à des enfants adultes. Il était donc une fois, au début du monde, dans cette ancienne mythologie grecque, le chaos, cette immensité des ténèbres. Et puis Gaïa, une puissance de vie phénoménale et nourricière qui s'unit à Eros. Et Gaïa, la Terre, donne naissance sans intervention mâle à un fils, Ouranos l'étoilé. Le principe vital incarné par le Fils se sépare ensuite de celui de la Mère pour devenir une force à part entière, le ciel. Il devient alors l'époux et couvre la terre chaque nuit. Et l'entrejambe de Gaïa se couvre de fleurs, de mousse, de prairies.
Et ces étreintes l'engrossent de créatures hors du commun, parce qu'Uranus est hors du commun. Tels que les énormes enfants aux 100 bras, les cyclopes à l'œil unique, les gigantesques titans. Et Gaïa, on la comprend, elle est fatiguée par tant d'ardeur nocturne. Et puis elle est en colère aussi. Elle est en colère contre son époux pour le traitement qu'il fait subir à ses enfants, car il les enferme dans le ventre de Gaïa, le vent de la terre, et dans d'autres cachettes, car il craint leur puissance. Et alors Gaïa, en tant que principe nourricier fondamental, fomente un complot. Et les voilà ennemis. C'est le premier couple qui n'est pas un couple d'humains, c'est un couple de force, n'est-ce pas? Il faut bien comprendre cela. Les voilà ennemis. Et ils sont personnalisés par notre imaginaire, c'est un couple de force. Les voilà ennemis et le principe mâle revendique une créativité sans limite, tandis que Gaïa, la terrienne, milite pour la survie et la protection de l'espèce. Et l'un de ses fils, Chronos, alias Saturne, donc, en résonance avec cette planète Saturne dont nous parlerons à un moment donné, Saturne en nomination romaine, devient l'artisan de la conspiration. Que fait-il? Il se couche la nuit sur la mer, quand Uranus la couvre, et il l'émascule, cet Uranus qui est son père, d'un coup tranchant de faucille. C'était avant Freud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit de forces archétypales qui se différencient après s'être enfantées à partir d'une matrice primordiale, dans une sorte de parthénogénèse, et que la notion d'inceste n'est évidemment pas concernée. Et le sang écoulé des parties génitales donne naissance aux géants qui en surgissent de terre, tandis que du sexe tombé de la mer, à moins que ce soit du sperme mêlé à l'écume, va naître une divinité Aphrodite, alias Vénus, dont j'ai déjà parlé, qui est cette déesse magnifique, mais pas toujours tendre. On connaît la dévastation des passions amoureuses. La déesse de l'amour et de la beauté. Donc, on dirait que rien ne semble tarir cette explosion créative de Uranus, qui même émasculé, va quand même être créateur et procréateur. Et donc, si je reviens aujourd'hui avec cette histoire que je raconte à des enfants adultes, que vous êtes, eh bien, quand j'ai ouvert ce nom d'Uranus, Uranos, quand je dis Uranus entre dans le signe du Taureau, signe d'une terre féconde et sensuelle, si proche en attribut de cette Gaïa, eh bien j'ouvre ces symbolismes, revus à l'heure d'aujourd'hui, bien entendu. Car nous ne sommes plus au temps de la mythologie grecque. Le polythéisme a fait place aux grandes religions monothéistes, dont le christianisme, et ce fut l'ineffable action d'éclat du christianisme de conférer à chacun la dignité d'une âme immortelle. Jung dit ça, et il poursuit. Ce faisant, l'individu s'est vu chargé d'une lourde croix, torture de la conscience et du libre arbitre, conflit moral et incertitude inhérente à la pensée propre de chacun. C'est très important ça, parce que nous ne sommes plus, nous, dans une culture grecque. C'est une matrice dans laquelle s'est mis, comme des babas dans des babas, d'autres babas. Et donc, l'astrologie, à un moment donné, qui a été très importante chez les Grecs, les Romains, les après Jésus-Christ pendant quelques siècles, est considérée à un moment donné comme une superstition par la religion et comme de l'ignorance par la science. On arrive là près de la Renaissance. Et notre mythologisation du monde a été condamnée. Jadis, elle était projetée sur les dieux. Mais c'est pas les dieux, c'est notre projection sur les dieux. Elle s'est réfugiée, elle fait donc partie de l'être humain. Elle s'est réfugiée à l'intérieur de l'homme sous forme d'archétypes qui activent l'inconscient personnel et collectif. Et elle a aussi incorporé ces nouvelles valeurs religieuses marquées par faute et rédemption, bien et mal, responsabilité, et d'autres valeurs que je ne vais pas développer ici parce que voilà, ce ne sont pas les religions que je connaisse, mais qui ont bien sûr une importance.
Et donc en ouvrant ce nom Uranus, surgit une polarité de forces vives, l'une violente et destructrice, sans limite, et l'autre créatrice, libératrice, géniale, galvanisante. Mais aussi cet exploit dont nous a parlé Jung, de l'homme qui tente en son âme ou en sa conscience de trouver un dépassement positif et novateur. Car ça, c'est différent de la mythologie grecque. Alors, de quelle façon dans notre monde d'aujourd'hui, Uranus l'étoilé va-t-il engrosser cette terre fertile et prise de stabilité, de consistance, de pérennité, de sécurité, de tradition qu'est le taureau? Très important, le taureau. C'est la façon dont nous donnons substance à nos idées, à nos pensées. Et comment ce signe va-t-il se donner aux assauts uraniens? Car durant les 7 années à venir, ils vont devoir accoupler leur symbolisme. Alors, il n'y a pas qu'Uranus en taureau, il y a d'autres planètes qui vont jouer un rôle, mais en 2019, c'est surtout cela qui est prioritaire. Or, ce symbolisme d'Uranus, eh bien, c'est tout le contraire de la stabilité, je crois que vous l'avez déjà compris. Et son symbolisme remet en question les anciens paradigmes. Son idéal, c'est éveiller, libérer, créer du nouveau, quand l'ancien est sclérosé, qu'il enferme, c'est la révolte. En théorie, cela semble très enthousiasmant, et c'est le cas. On fait des trouées, on va faire des trouées extraordinaires. Mais nos rituels de croyance, même s'ils nous enferment, ils nous sécurisent aussi. Nous y sommes accrochés, et cela va engendrer une résistance. Et donc, l'éveil a besoin d'une flexibilité pour ne pas être brutal. Je vais maintenant voir un petit peu différents domaines de vie, qui sont des domaines de vie de la collectivité, qui auront bien sûr des répercussions sur nos vies personnelles, pour analyser ce qui pourrait surgir. Donc, le symbolisme du taureau représente la substance tangible de l'incarnation, c'est donc le corps. Alors, le corps n'est pas simplement le corps humain, notre corps, hein, ça. Même ma tête, vous voyez, c'est dans mon corps. Parce que si demain une personne a un accident grave à la tête, type un AVC, type un accident cérébral, une hémorragie, Alzheimer, ça va être difficile de faire fonctionner la tête, de faire fonctionner l'esprit, les projets, etc. Parce que notre tête est également dans notre corps. Donc, ce corps, c'est celui de la nature, de la terre, de l'alimentation, du corps humain, de l'art, du territoire, du patrimoine, de la propriété, de l'argent, des croyances entérinées. Parce qu'une croyance est aussi un corps. Un livre, c'est un corps. La créativité, la pensée a été mise dans un objet. S'il n'y a pas de corps, si on revient à la chrétienté, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, Dieu a trouvé nécessaire de faire son Fils Dieu fait homme pour que nous voyions son corps, pour qu'il se soit manifesté. C'est là notre je veux dire, la caractéristique même de notre incarnation qui est qu'il y a corps. Donc matière. Donc tout ce taureau incarne des valeurs de consistance, de matière fondamentale, de sécurité. Mais qui dit matière ne dit pas absence de spiritualité. La musique de Mozart est matière. Elle peut être dans une grande spiritualité, surtout à la fin de sa vie, et puis aussi dans ce que ça éveille en nous. Et de grands livres spirituels, ils arrivent par des livres, et même des choses, faire la vaisselle, faire des choses concrètes, simples, ça peut être tout à fait lié à une attitude de compassion et d'union avec l'existence. Donc, qui dit matière ne dit pas absence de spiritualité. La matière n'est pas contraire à la spiritualité, sauf si on scinde une attitude matérialiste qui est privée de spiritualité et donc de ce qui lui donne sens,
et qu'on prône une spiritualité qui condamne la matière. Donc toute forme se trouve liée à l'esprit qui l'anime. Et la dimension de cet esprit transporté par le symbolisme uranien, qui est l'objet de cette présentation, il change drastiquement cet esprit. Et donc si l'esprit insuffle une autre dimension, mais la matière doit se transformer. Ce n'est pas possible autrement. Et donc c'est tous ces éléments que j'ai nommés et que je renommerai qui vont être sommés de se transformer. Alors pour mieux le comprendre, on va remonter à la dernière fois où Uranus était dans le signe du Taureau, où il est resté 7 ans, la dernière fois aussi, puisqu'il reste toujours 7 ans dans un signe, et qu'il y a 12 signes. Donc la dernière fois, ça nous fait remonter en 1935, qui est la dernière date donc, dans laquelle il rentra et séjourna dans le signe du Taureau. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je ne vais pas tout analyser parce que ce n'est pas tellement ça le sujet, mais cette période succède à une guerre qui rechercha des armes chimiques, par exemple. Et les armes chimiques, ça a fait des morts, mais ça a fait faire aussi des découvertes, et ça a provoqué par la suite la mise au point de certains engrais et pesticides. Et alors on s'est mis à miser, parce qu'il fallait reconstruire aussi, hein. Il fallait reconstruire, tout avait été abîmé par la guerre, et donc on va miser sur un salut par l'agriculture, mais par l'industrialisation de l'agriculture, parce qu'il ne faut pas oublier que le progrès est arrivé. Mais on peut se demander si la guerre qui engendre la mort peut apporter des solutions de vie. Et aujourd'hui, on va revoir que cette industrialisation, eh bien, on en revient. Surtout à cause des pesticides et d'autres conséquences aussi. Donc notre terre est notre habitacle. Et la pollution conséquente d'une industrialisation qui s'est faite d'une façon non respectueuse, ce n'est pas l'industrialisation en soi, va altérer la qualité de vie. Aujourd'hui, on en souffre. Donc on est en train de revoir. C'est pas qu'il faut retourner au paléolithique, mais il s'agit de revoir, de faire un bilan, de faire le point. Alors, est-ce que on va pour autant déménager sur une autre planète? Parce que si on continue comme ça, la Terre, ça va être peu habitable et très insuffisant. Et à ce moment-là, ben, on peut continuer, on va envoyer nos déchets sur une terre poubelle à partir d'une autre planète, on va encombrer avec le temps cette autre planète, et puis on enverra nos résidus terrestres, nos résidus je ne sais pas où, et puis de toute façon avec Uranus, il y aura certainement dans le temps, pas en 2019, je ne pense pas, des découvertes spatiales très marquantes, et puis un jour, ben, les fusées, les satellites, ça dépassera de loin les voitures électriques qui se profilent aujourd'hui. On n'aura peut-être pas trouvé toujours de solution pour nos déchets nucléaires. J'ai vu une émission en TV dernièrement où il faut faire de véritables villes, de forteresses pour enterrer nos déchets nucléaires. Donc c'est quand même... c'est interpellant, ça, que notre fabrication crée autant de déchets qu'il faut fabriquer des tombeaux pour les déchets, pour ne pas mourir nous. Hein. Donc là, on est dans quelque chose où on peut tirer une sonnette d'alarme tout de même, parce qu'il y a un paradoxe. Le déchet semble prendre plus de place que la matière vivante. En tout cas, une place dangereuse. Donc Uranus s'est aussi donné à l'ancien une forme nouvelle libérée. Et à ce moment-là, avec toutes les pensées d'aujourd'hui, il y a tout ce recyclage de la matière déchet pour une matière compost ou une autre forme transformée, parce que le déchet sous sa forme morte est devenu si lourd, si pluriel, comme je l'ai dit, que sa forme nocive pollue et mange la place de la matière vivante. Donc créer de nouvelles sources d'énergie est une donnée majeure du symbolisme uranien, et surtout en 2019, à partir de 2019, puisqu'il va toucher la matière. Et cela participe à un mouvement, bien sûr, qui se veut de réconciliation entre l'homme et la nature, qui n'est plus à dompter, mais à écouter dans son rythme et dans ses enseignements. Et que ce courant s'appelle culture biologique, permaculture sans lobes ni pesticides, respect de l'écosystème, énergie renouvelable, commerce équitable, etc. Tout cela rentre dans une revalorisation de la relation entre l'homme et la nature dont nous nous sommes éloignés de cette relation depuis très très longtemps, depuis justement que nous avons démythologisé le monde. Hein, parce que nous ne sommes pas dans une civilisation de chamans,
Nous ne sommes plus dans une civilisation de polythéisme où l'eau c'était une naïade, alors il fallait quand même pas la brusquer, hein, elle pouvait se mettre en colère. Et puis dans le bois il y avait des elfes, donc on n'allait pas comme ça abattre un arbre et le brûler, parce qu'on allait brûler une elfe, et puis peut-être que Jupiter n'allait pas être content de ça. Bon, donc il y avait une relation entre la nature et l'homme qui certainement n'était pas idéale non plus, je ne vais pas faire là un monde d'âge d'or, mais il y avait une relation. La nature n'était pas un objet, c'était un sujet, et l'arbre était un grand autre. L'animal, dans les civilisations plus chamaniques, ben, l'animal, quand on le tue, on lui rend hommage, on le remercie, c'est un rituel, c'est un cérémonial, et quand on mange sa viande, on la mange en incorporant quelque chose de l'esprit, de la force de cet animal qui nous a donné de lui pour que l'homme survive. On n'est pas là-dedans aujourd'hui, hein, bon. Donc tout ça était un lien avec une nature qui certainement était hostile et qu'on devait se concilier par toutes sortes de rituels, mais une nature avec laquelle il y avait du lien. Aujourd'hui, le lien est lié à certains sportifs voilà, qui sont avec la nature par le sport et qui font des exploits qui sont pas seulement sportifs mais de rencontres avec la nature, et puis avec des gens qui sont avec l'écologie, et puis les promeneurs, on va dire, hein. Voilà, moi comme astrologue, je regarde le ciel, les astronomes le regardent, mais j'espère qu'ils rêvent aussi. Et qu'ils ne font pas seulement des calculs. Mais j'ai le tout grand respect pour les astronomes, heureusement ils sont là, ça me permet de faire de l'astrologie, parce que s'ils ne faisaient pas les calculs, je serais tout à fait incapable de faire ces calculs moi-même, ce qui fut le cas à un certain moment pour les astrologues de l'Antiquité. Donc il y a une revalorisation qui s'impose de toute cette relation à la nature, d'où une revalorisation des médecines anciennes liées à l'arboristerie, aux matériaux naturels tels que le bois, l'eau, l'argile, les métiers de savoir-faire qui sont réhabilités, dont surtout ceux du retour à la terre, et une exode des villes qui a eu lieu à un moment donné, puisque l'avenir est dans la ville, et qui maintenant on est en train de revoir un retour vers la campagne. Alors ce mouvement aussi, il est en relation avec le local, vous le savez, qui est le contraire de la mondialisation, qui est une réaction par rapport au marché international, qui va dans des économies, et puis surtout une adéquation également avec les saisons et nos saisons, hein, parce que ça permet d'être avec une nature en harmonie, hein. Manger de la salade quand on a très froid, c'est pas aussi adéquat que manger de la salade avec 40 degrés. Hein. Voilà, donc il y a des adéquations. Et ce manger local va avec une réduction des pertes données par le transport. Donc derrière, il y a tout le fuel, il y a toute... on sait cette histoire de pétrole qui quand même a été une très grande énergie qui a été remise en question et qui nous a coûté cher en pollution et en d'autres éléments que je ne vais pas débattre ici. Mais en même temps, cette tendance, elle est une tendance à la sédentarisation. Et le taureau, à ce moment-là, il est ravi. Parce que le taureau, dans l'archétype, il a besoin de sa maison à la campagne, de sa basse-cour, de sa famille, de son patrimoine. Donc, il construit sur place. Le taureau introduit la sédentarité. Mais aujourd'hui, et surtout avec Uranus, on va le voir, on n'est pas dans la sédentarité. On va pouvoir comment dire, revoir la mondialisation, introduire des règles, introduire des structures, introduire d'autres lois dans le respect, mais on ne va pas pouvoir l'arrêter. C'est un mouvement qui est là maintenant, qui est installé. Et donc cette ouverture des frontières, elle provoque aussi de l'ouverture et des malaises, parce qu'il y a une plus grande compétitivité, donc il y a un manque de repères, mais il y a une migration qui s'intensifie, il y a une exode des pays en voie de développement ou en guerre qui fait presque penser à celle des anciens Européens, donc on va devoir faire les nouveaux États, non pas des États-Unis, mais les nouveaux États du monde. Là, c'est clair qu'on doit revoir les choses.
Et donc, la politique, elle est un peu dépassée et il y a de quoi. Hein. Et ça mine évidemment notre relation au territoire, notre relation aux frontières. Donc, quand toutes les territorialités sont remises en question, eh bien, il faut trouver une nouvelle expression pour notre identité et une nouvelle relation à l'autre qui doit se réinventer parce que l'autre a changé. On était avec un autre qui était papa, maman, ou maman, papa, mon frère, ma soeur, mes enfants, mon partenaire, il m'a pas compris, etc. Il faut que je lui explique, et je sais pas comment lui expliquer, voilà. Mais enfin, c'est un autre, indéniablement, mais c'est un autre d'un même monde, hein, même si parfois, dans une famille, on a l'impression d'être sur une autre planète. L'animal, c'est un autre différent, hein, même si on développe la communication animale, bon, ben, c'est pas tout à fait la même chose que la communication avec des humains. Et maintenant, quand on allait en voyage, bon, ben, c'était extraordinaire de rencontrer ces autres, cette autre culture, mais en même temps, c'était leur culture d'un côté et puis la nôtre de l'autre. Voilà. Maintenant, il y a un mélange sur des mêmes territoires, de cultures différentes, et donc il faut retrouver à la fois le sens de l'identité, le sens du territoire et le sens de l'autre. Et c'est pas évident. Et donc nos peurs, nos culpabilités, tout ça se rejoue. Hein. C'est-à-dire que l'humain, le monde bouge, mais le monde est fait d'êtres humains, d'habitants. Qui dit nature dit également donc règne végétal animal, j'en ai un peu parlé, et là ce mouvement écologique qui prend de plus en plus d'ampleur, il voit la déforestation, le réchauffement climatique, la pollution de l'air, l'érosion, etc. Et tous ces effets collatéraux donc qui ont créé à la fois un progrès, mais qui a été un peu intempestif, c'est-à-dire qu'il semble s'être fait sans l'accord symbolique de cette terre-mère. Parce qu'à un moment donné, l'homme est devenu complètement dominant. Il n'a pas demandé à un arbre, est-ce que tu es d'accord pour que je t'abatte? Non, tac. Et donc aujourd'hui, Gaïa, en tant que symbolisme, elle vomit ses déchets dans l'eau de nos champs, de nos verres, de nos baignades, de nos salles de bain, de notre assiette. Les animaux morts nous refilent leurs hormones que nous, on leur a données. Et nous devenons malades de leur bouffe industrielle. Et les animaux maltraités nous transmettent le stress de leur trauma. Ils ont perdu leur symbolisme de cet autre. D'un autre règne dont nous incorporons la chair avec respect et la puissance en offrande. Hein, ce que j'ai dit à propos de civilisations plus anciennes. Et donc ils sont devenus des morts en barquettes, des cercueils, barquettes plastifiées. Alors, je ne suis pas végétarienne, en tout cas, je mange peu de viande, donc je ne suis pas en train de faire un discours particulier, mais notre ventre, quand même, est devenu un cimetière aussi. Et le mouvement végan, grandissant, attire l'attention sur les bénéfices d'un régime sans viande qui n'impliquerait pas l'exploitation et la souffrance de la mort d'animaux. Et le droit des animaux en tant qu'individus, et c'est un prochain débat peut-être, pour la charte des droits du vivant. Et ça questionne des fondamentaux, quoi et comment manger. Quoi et comment manger, ça nous parle d'alimentation, de boissons, et ça fait la une aujourd'hui de toutes les chroniques. La télévision ne cesse de parler d'une façon ou d'une autre de la nourriture. Alors, on a eu une propagande dans un sens, maintenant on a une propagande dans un autre sens. Je préfère celle-ci, la dernière, mais néanmoins. Donc, chacun y va de sa théorie, de son label. La qualité de l'eau et sa disponibilité sont mises en question. Du fast-food à la slow-food, l'acte de manger est questionné. On assiste à un accroissement exponentiel des intolérances alimentaires. On revoit le sucre, qui a été un phénomène qui a été importé à un moment donné dans notre civilisation. Le sucre ne date pas depuis toujours.
Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que les valeurs du bien et du mal semblent se déplacer de la sexualité vers la nourriture qui est chargée de tentations et d'interdits. Alors on peut se demander si on régresse vers le stade oral, hein, à force de tout mettre sur la bouche et ce qu'on avale. Et il y a deux aliments de base jadis valorisés qui sont aujourd'hui de plus en plus rejetés. C'est le blé pour son gluten et le lait pour son lactose. Alors qui dit pain, dans ma tradition, dit père, tandis que s'ouvre la civilisation chrétienne, donc cette symbolisation ou l'univers du pain quotidien. Et qui dit lait, dans toutes les cultures, dit maman, mère. Parce que normalement, on se lie avec ça, on se nourrit avec ça, et puis ensuite avec le biberon. Alors, qui dit lait peut dire aussi progrès, puisque c'est le biberon. Alors, au-delà des modifications génétiques du grain de blé, du traitement du lait, qui sont devenus allergisants, et ça, je vous renvoie à main site sur le net qui vous en parle, nous réagissons aussi à des valeurs symboliques, des valeurs qui sont en questionnement, qui sont nos parents, nos lignées, nos origines, et on peut dire aussi le progrès quand le lait vient du biberon. Et donc, le reset de notre ordinateur de croyance s'impose parfois presque au point quasi zéro. Et voilà le régime paléolithique qui se ramène. Alors, j'ai rien contre. J'essaye de manger le plus vivant possible. Mais c'est quand même un reset de l'ordinateur, de notre être, parce qu'on n'est pas au paléolithique. On n'est pas en train de se réchauffer comme on peut dans une grotte pour essayer de faire une flèche avec une branche de bois qui va peut-être essayer d'arriver à tuer un animal pour lequel on aura couru pendant des heures et dont on va peut-être profiter pendant une semaine. Donc on n'est pas dans cette vie-là. Donc voilà, donc il faut quand même être aujourd'hui tout en mangeant le plus sain et le plus vivant possible, de mon point de vue en tout cas. Après, vous ferez ce que vous voulez de vos théories. Et donc, tout ça bouscule nos croyances. Et jusqu'à ce qu'il y ait le jeûne. Alors, vous savez que le jeûne a toujours été expérimenté dans toutes les traditions religieuses, et aujourd'hui, sans tradition religieuse, il revient. Mais il y a plus que le jeûne. Depuis un certain temps, il y a des personnes qui se nourrissent exclusivement de lumière. Alors d'abord, on a cru que c'était une arnaque, que c'était faux, mais on a bien vu que ce n'était pas le cas et que c'est possible. Alors, il y a toujours eu des gens qui ont survécu sans manger ni boire, mais c'était des êtres un peu particuliers, exceptionnels. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se répand. Alors, c'est pas toute la planète, loin de là, mais voilà, il semblerait qu'on puisse aussi manger, qu'on puisse aussi se nourrir de lumière et d'air, c'est-à-dire de l'énergie et de pensées positives et de tout ça. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a une forme de mutation dans notre humanité. Et cette mutation, je vais en reparler bien sûr. Mais je vais d'abord revenir au fait que voilà, on se nourrit d'air et de lumière. Et moi, ça me fait me questionner sur l'air. Parce que voilà, c'est bien beau d'aller à la campagne, c'est bien beau d'essayer de manger vivant, mais vous pouvez vous passer de votre smartphone, vous? Moi non. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets des capsules pour me protéger de ceci, je mets des capsules, je fais je branche pour que ce soit câblé et pas avec un Wi-Fi, mais bon, c'est ça ou rien, hein. C'est de l'eau à la mer, comme on dit, parce que ça allait bien il y a encore 5 ans, mais aujourd'hui, voilà, c'est tellement là que c'est pas possible pratiquement de se mettre dans une sorte de grotte protégée et d'être sans GSM, sans tout ça. Et aujourd'hui, je suis en train de faire une vidéo qui va aller sur le net. Donc voilà, on est obligé d'être avec ces technologies numériques. Et ça, c'est une marque qui participe à notre mutation qui est énorme. Parce que le numérique et le net a bouleversé notre société. Il n'y a rien qui l'a bouleversé autant au niveau du progrès récemment. La voiture, le train, l'avion, ma foi, oui, c'était là. Mais l'informatique et Internet, c'est arrivé dans chaque foyer. Et les gens qui ne peuvent pas surfer parce qu'ils sont âgés
ils sont largués, pour parler platement. On est perdu, on est out. Hein. Alors je dis pas que c'est impossible de vivre sans, mais ça demande un pouvoir de résistance assez conséquent. Hein. Donc, ce que nous avons créé là, c'est quelque chose qui nous dépasse aussi, parce que, et voilà, maintenant nous devons mettre nos mails avec des gens qu'on va accepter dans notre liste, parce que sinon on n'arrive pas à suivre avec tous ces mails qui arrivent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a généré un type de matière numérique et une vitesse à laquelle, pour nous, êtres humains, en tout cas êtres humains de ma génération, il y a un décalage entre les capacités de ma vitesse et les capacités de la technique de tous les jours. Parce que là, je suis pas en train de prendre le TGV, conduit par quelqu'un d'autre. Je suis pas en train de prendre l'avion, conduit par quelqu'un d'autre. Je suis en train, les deux moyens d'ailleurs qui sont extrêmement ralentis en ce moment pour toutes sortes de raisons, c'est-à-dire l'avion il va toujours aussi vite, mais arriver dans l'avion c'est assez compliqué, pour les raisons que vous connaissez, et l'informatique elle va très vite. Et quand elle est en panne, c'est la cata. Donc c'est quelque chose vraiment qui est très marquant et qui ne va cesser. Aujourd'hui, ce qui est la modernité d'aujourd'hui en informatique, c'est déjà le dinosaure de demain. Donc, et nous sommes également tous scannés, tous numérisés. Partout où vous allez, vous avez un code. Vous mettez le code barre. Hein? Donc, au début, on se révoltait et maintenant, c'est là. C'est comme ça. Et puis, quand ça suffit pas, nous, on en rajoute, on se met sur Facebook, donc on est tous retraçables. Donc, on est numérisés. Donc, là aussi, il y a une très grande différence par rapport à l'identité. Par rapport à la dimension secrète intérieure. Là, je fais une petite déviance qui est pas seulement, qui est que tous ces médias ont développé un grand besoin d'expression, mais surtout ont donné l'expression à tout le monde. Alors vous savez qu'il y a des mouvements politiques qui ont dit tout le monde doit s'exprimer, les ouvriers doivent s'exprimer, etc. Il n'y a pas que les intellectuels qui doivent être les porte-parole. Il y a des mouvements artistiques qui se sont battus pour ça, qui ont fait une propagande de on doit donner la parole et l'art pour tous. Ça n'a jamais marché. Aujourd'hui, ça marche. Pourquoi? Parce que toute personne qui veut s'exprimer, elle prend son Facebook, elle a un appareil photographique sur son Samsung ou son Mac sans vouloir faire de pub, qui fonctionne merveilleusement bien. Il a toutes sortes de fonctions immédiates, vous corrigez ceci, la lumière, etc., etc. Vous voyez, moi, je suis pas du tout cinéaste ni vidéaste. Je suis en train de faire ma première vidéo. Donc, je me félicite. Félicitez-moi, j'espère. C'est ma première vidéo que je crée moi-même. Voilà, parce que j'ai un appareil. Et j'ai appuyé sur un bouton. Bon, et puis, imaginons que je ne connaisse pas l'orthographe, ce qui est parfois vrai, bien que j'ai fait des études, mais bon, voilà. C'est pas grave, parce que de toute façon, j'ai un correcteur d'orthographe qui s'appelle Antidote, sans vouloir faire de pub non plus. Mais bon, une marque en vaut une autre, et c'est pas ça, c'est pas les marques, c'est le fait que la chose existe. Donc, et puis de toute façon, le langage se réinvente. J'écris un texto et puis je suis pressée et puis je vais dire C apostrophe pour savoir. Est-ce que tu sais C apostrophe? Voilà, les jeunes font ça, ils comprennent. Donc l'orthographe se modifie. Donc tout ça n'a pas la même importance. Ça veut dire que le langage est devenu beaucoup plus accessible à tout. Même si on ne sait pas lire et écrire, il y a quelque chose là qui va... On envoie une photo, on envoie un smile. Hein? Donc on envoie des choses, donc il y a une expression qui est beaucoup plus donnée à l'ensemble de la population, avec des différences bien entendu de la façon dont la personne va s'exprimer. Mais il y a cette expression et en plus ce désir de se dire, ce désir de s'exprimer d'une façon plurielle et d'une façon mondiale et qui est possible grâce à l'internet. Donc ça c'est énorme comme transformation et ça ne va cesser de se développer en 2019 et dans les années qui viennent. Le terreau est là, les inventions sont là, les nouvelles inventions vont exploser à partir de ça.
Et comme elle va exploser, ben, on peut s'imaginer qu'il pourrait y avoir des nomenclatures beaucoup plus importantes par rapport à tout ce net, cet Internet, ces Facebook, etc. Et également des explosions. Hein. On a toujours pensé à un crash informatique. Mais, par exemple, ça fait partie des choses qui peuvent arriver puisque ce numérique, il est très lié au symbolisme uranien. Mais je vais revenir au corps. Donc, nous sommes, et à l'air, nous sommes dans un air qui est pollué par un essaim électromagnétique. Or, nous sommes également des capsules, on va dire, électromagnétiques. Nous avons un champ électromagnétique, nous diffusons ça, et nous recevons l'énergie du cosmos aussi. Hein. On n'est pas vivant simplement parce qu'on a un cœur qui bat et un organisme qui fonctionne. On est vivant parce qu'il y a de l'énergie de vie qui nous traverse. Et cette énergie de vie, elle est alimentée, et ça c'est l'une des choses que dit l'astrologie, par notre relation au cosmos, qui est aussi une relation à nous-mêmes. Mais ce n'est pas de la psychologie uniquement, c'est une relation aux énergies cosmiques. Alors elles peuvent être divines, énergétiques, symboliques, ce que vous voulez, là je vous laisse choisir, mais il y a cette énergie. Et comment arrive cette énergie? Comment est-ce qu'elle nourrit notre âme ou notre moi profond, notre soi, notre être intérieur? Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ça se passe parce que nous captons cela, et le grand système en nous qui capte cela, c'est le système hormonal et neurologique, neurotransmetteur. Tout ce système glandulaire est un système qui va capter l'énergie. Et il faut qu'elle arrive, cette énergie. Alors, il faut que le corps soit en bonne santé, mais il faut qu'elle arrive aussi. Nous sommes nourris. Or, cette énergie est très électrisée, et elle n'est pas électrisée, le champ magnétique est quand même très saturé. Vous savez que le champ magnétique contient des radiations, dont celle du Soleil, mais que notre organisme peut supporter un certain nombre de radiations. Et ça ajoute. Et on est un peu dans un micro-ondes cosmique actuellement, donc c'est pas génial pour notre corps, mais il va falloir trouver un moyen avec ça. Alors il n'y a pas que ça qui modifie, il y a également, au point de vue de la science, que je vais développer ensuite, il y a une branche qui est l'hormonothérapie, et qui est dans ce vivre plus longtemps, etc. Mais je vais le développer après plutôt. Donc toujours est-il que malgré qu'on vive mieux apparemment et plus longtemps, il y a de plus en plus de gens qui sont fatigués, et on ne peut pas mettre ça toujours sur le compte du burn-out ou du harcèlement ou de ceci, de cela. Il y a beaucoup de fatigue inexplicable, et qui à mon avis peuvent être liées à cette... Voilà, si vous voyez un poisson dans un aquarium, le poisson a besoin d'une certaine eau, d'une certaine nourriture. Et nous, notre aquarium qui est le cosmos, avant on est dans le cosmos, mais on est aussi dans l'air, dans la terre et tout ça. Et là, il y a des choses qui demandent à ce que l'homme découvre des moyens en lui pour s'adapter à ça, parce que ça ne disparaîtra pas. Mais que de l'extérieur, il y ait des modifications qui se fassent aussi. C'est-à-dire que l'extérieur doit aussi s'adapter aux nécessités humaines. Donc on est là dans un domaine où le ciel semble menacé et menaçant, puisque ça vient de dynamique, hein, j'ai parlé de l'air et tout ça. Et puis donc nous arrivons au niveau du corps que je développais. Alors au niveau du corps, là, c'est pareil, à un moment donné, l'alternative était alternatif, maintenant je ne sais pas s'il était encore alternatif, tellement il prend de l'ampleur. Et il y a un mouvement citoyen de plus en plus friand du côté alternatif. Et de quoi dans le côté alternatif? Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait de plus l'alternatif au départ? Parce qu'après, c'est devenu un marché, ce n'est pas qu'un marché, mais c'est aussi un marché. Je veux dire que quand on a un esprit mercantile, tout peut devenir un marché. Et quand on a un esprit d'une certaine exigence d'authenticité, rien n'est un marché. Hein. Bien sûr, on se fait payer, mais ce n'est pas un abus. Voilà. Donc là, nous sommes dans une
une dimension médicale et qui est très remise en question parce que la médecine, à un moment donné, a regardé le corps comme indépendamment de l'énergie. Et ça a commencé avec la Renaissance, je dirais, quand la physique s'est séparée de la métaphysique et donc la matière de l'esprit. Et ça a permis une recherche scientifique qui n'a pas été sans prouesse, hein, qui a soigné le corps avec des résultats assez étonnants. Mais le fait de soigner le corps sans se tenir compte de l'esprit, eh bien, ça c'est la faille. Donc le mouvement alternatif, il va insister sur l'esprit inhérent à la matière. Et sur la toile du net, eh bien, il y a une information débordante sur le sujet, je vous y renvoie. Donc, et dans la recherche médicale, il y a beaucoup de recherches médicales officielles donc, et de pointe qui développent des recherches sur le pouvoir guérisseur des ondes. Vous avez sans doute entendu parler des fréquences musicales pour traiter les insectes qui viennent abîmer les champs, les graines, et pour l'agroalimentaire, et qui ne sont plus du tout des pesticides et qui fonctionnent. Il y a également toutes des ondes électromagnétiques et quantiques aujourd'hui qui relèvent du symbolisme uranien et qui sont de plus en plus développées pour traiter la maladie, parce que chaque maladie correspond à une onde. Et donc la médecine classique est questionnée. Alors je ne suis pas, moi, du point de vue d'abandonner la médecine classique. Je pense que dans la médecine classique, il y a des bonnes choses, mais il n'y a pas que des bonnes choses. Et dans le mouvement alternatif, il y a des bonnes choses, mais il n'y a pas que des bonnes choses. Donc ma vision personnelle, que je partage, mais vous en ferez ce que vous voudrez, c'est de trouver une alliance équilibrée et intelligente entre les deux. En tout cas, cette santé est devenue un sujet majeur, d'autant plus que toute cette santé maladie, qui était prise en charge par une sécurité, donc caisse de maladie, caisse sociale, mutualité, etc., et qui assurait une protection, qui était aussi une forme d'assistanat, il ne faut pas l'oublier, eh bien, elle est en faillite, et donc on est obligé de se prendre de plus en plus en charge, et avec Internet, les gens se renseignent. Donc ils s'approprient de plus en plus la charge de prendre en charge leur corps et de ne pas être un objet dans le domaine médical ou alternatif. Alors, ça ne suffit pas bien sûr et il faut être attentif parce que connaître le corps d'un point de vue médical, que ce soit homéopathique, classique, chiropractique, acupuncturique, ce que vous voulez, ça demande des études, ça demande de la connaissance et on ne peut pas s'improviser comme ça non plus. Donc, ce symbolisme associé au progrès scientifique, il conduit encore plus loin. Il conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme, avec cette planète transpersonnelle. Alors, on nous parle aujourd'hui de vivre plus longtemps grâce à des prothèses qui nous font une dentition neuve. Ben, merci pour le sourire. Qui nous donne aussi un cœur de rechange. Et demain, si j'en avais besoin, je dirais ouf, merci. Qui nous rendent une main perdue, c'est quand même assez formidable, qui peuvent nous redonner un rein, qui peuvent nous donner une vision, on est en train de chercher actuellement à ce niveau-là, et peut-être demain un cerveau. Alors là, je dis aïe aïe aïe, j'en ai le vertige, parce que va arriver quel cerveau? Nous sommes quelque part à une heure où la robotisation, les clonages se profilent et ça touche à l'identité de l'homme. Et il y a un péché mortel, c'est de toucher à l'identité de l'homme. Pour son humanité. À l'heure des neurosciences, il y a aussi une interrogation de cerveau intéressante qui révèle des informations qui sont extrêmement nouvelles sur nos capacités cognitives neuronales. Notre relation à l'inconscience, l'environnement, la génétique, l'identité, l'évolution, le bien-être, la santé. Donc la connaissance de notre cerveau est en pleine évolution tout en retrouvant des choses qui avaient été trouvées par des méditants et des maîtres spirituels. Bon, alors sans compter l'armée de vitamines, de compléments alimentaires qui nous garantissent plus de performance. Et on dirait donc qu'il y a ce transhumanisme qui nous conduit vers un progrès de l'humanité, mais peut-être aussi
vers une robotisation et quelque chose qui n'est pas simple à codifier. Et ça, c'est vraiment une grosse question. Non pas de 2019, mais 2019 va ouvrir des choses qui ne vont cesser d'évoluer. Donc, c'est pas pour demain, c'est pas pour l'année prochaine, mais c'est pas pour dans 100 ans non plus. Car dans notre être profond, et ça c'était présent dans la mythologie grecque, il y avait les demi-dieux, dont certains étaient immortels. Demi-dieux, c'est un parent est un dieu, l'autre est une mortelle, ou un mortel, ou une déesse donc. Hein. Mais certains demi-dieux étaient immortels et certains étaient mortels. Donc, nous ne voulons pas simplement ajouter de la vie aux années, nous voulons aussi devenir immortels à l'instar des dieux. Et donc, il nous faut la guérison, il nous faut, je dirais, pour ça, des progrès. Les progrès techniques ne suffisent pas. Parce qu'il faut aussi la guérison d'une identité qui est perturbée par la quête de nouveaux repères. Et aujourd'hui, nos paradigmes majeurs sont en mutation. Donc, certains touchent des liens ancestraux, tels que ceux familiaux. Il y a le droit au divorce, il y a le droit à l'avortement, il y a le droit au mariage homosexuel qui est là, il y a la possibilité médicale de procréer autrement, de changer de sexe. C'est possible médicalement, mais c'est aussi légiféré. Donc, il y a la famille monoparentale, etc. Donc, toute cette ces anciens paradigmes qui dataient quand même depuis pas mal, sont en train d'être revus. Et donc, c'est une ouverture d'un côté, mais c'est un grand chamboulement par ailleurs. Il faut arriver à le mettre dans notre matière, cela. Et du coup, moi je suis formée également en transgénérationnel, selon l'approche des constellations familiales de Bert Hellinger, et on n'a jamais parlé autant de transgénérationnel qu'aujourd'hui. Vous savez, parfois je suis fatiguée le soir, après avoir travaillé, et je zappe un quart d'heure la TV, et je tombe sur une série. Alors, je zappe un quart d'heure, 20 minutes. Dans le quart d'heure, les 20 minutes où j'ai zappé, il n'y a pas photo, il y a chaque fois quelqu'un, mais dans une série tout à fait hyper banale, grand public. Il y a quelqu'un qui se trouve une mère inconnue qui n'était pas sa mère, il y a quelqu'un qui se trouve un père ou quelqu'un qui se cherche un père. Enfin bref, chacun se cherche une lignée tout en devant se délester des valises des ancêtres en question. Puisque ça, c'est tout le mouvement transgénérationnel en thérapie qui a pris quand même une énorme importance. Si ça prend une énorme importance, c'est que la question de la famille, la question d'où on vient, elle se pose aujourd'hui. Donc tout le monde se cherche une lignée, et ça veut dire qu'il y a de l'insécurisation là-dedans, et que la famille, c'est pas toujours ça, mais sans elle, c'est pas si évident que ça non plus. Hein, voilà. Donc on est là-dedans. En plus, la procréation médicalement assistée, c'est quand même une application transhumaniste. Hein. Elle représente la première intervention technique, pas humaine, du corps, après la pilule contraceptive, sur deux fondamentaux humains, l'acte sexuel et l'acte procréatif. À l'avant, c'était collé. Hein. L'un allait avec l'autre. On essayait de se débrouiller comme on pouvait pour que ça n'aille pas avec l'autre, mais voilà. Avec la pilule, là, il y a eu une solution. Et c'était la première dans l'histoire de l'humanité. La deuxième, c'est cette transformation, donc, que la procréation peut se faire autrement, pas simplement avec un homme et une femme qui font l'amour. Hein, on est clair là-dessus. Donc c'est quand même une énorme transformation, et ça pose autrement d'où je viens, parce que, je veux dire, j'ai un père qui est légalement celui-là, puis je vais pas vous faire tout ce discours que vous connaissez, mais enfin, je veux dire que ce sont des changements énormes qu'il s'agit d'intégrer. Car c'est dans le mouvement, c'est pas quelque chose qui va être arrêté. Voilà, c'est là. On peut également changer de sexe, c'est pas d'aujourd'hui, mais disons que la science l'a permis. Donc ce corps qui était un certain véhicule de notre incarnation d'humain sur Terre, eh bien, il est mis en question. Et je reviens à 1935, date à laquelle
Uranus est rentré dans le signe du Taureau. Et puis quand est-ce qu'il en est sorti 7 ans plus tard, en 1942? Et qu'est-ce qui se passe en 1942? On est en pleine guerre naziste. Et quelle est la caractéristique de le nazisme? C'est la race aryenne. C'est un corps aux critères considérés par cette théorie nazie comme parfait. Et nous connaissons les conséquences ignominieuses que ça a eu sur le corps des autres. Donc la question du corps est très importante. Je zappais aussi sur la TV hier et je voyais le bodybuilding, les salles de sport qui font fureur, etc. Donc cette question du corps, hein, d'avoir un beau corps, d'avoir un corps musclé, c'est très présent. Et donc, la transformation de ce corps et la transformation de la relation à notre corps, de la relation à la nature, et dans le corps, il y a l'esprit, il y a le cerveau, et pas simplement nos capacités cognitives, mais notre conscience du monde, c'est quelque chose qui va beaucoup se développer, puisqu'on a Uranus, le ciel, qui féconde la terre, taureau, n'est-ce pas? Qui résiste, comme Gaïa d'avant. Alors, la vie qui se prolonge aussi jusqu'à un troisième âge qui est devenu un quatrième, qui en devenant peut-être un cinquième, ça crée bien sûr, ça interroge le problème de la substance financière dans le rapport à l'argent dont je vais parler, puisque cet assistanat de la pension, il est en péril. Mais je voulais aussi parler de l'euthanasie, c'est-à-dire qu'on a le début de la vie, la naissance, mais on a l'accompagnement de la mort aussi, qui est en train d'être revu. Ce n'est pas rien. Je ne dis pas que ce n'est pas souhaitable, parce que l'acharnement à continuer à vivre, qui était à la fois un progrès technique, mais un aveuglement technique, c'est pas tout à fait dans le sens de l'humanité. Mais c'est quelque chose, bien sûr, qui n'est pas évident non plus, et c'est également une première. Donc on touche à la vie, on touche à la mort, on touche à la vieillesse, on touche à nos sécurités, on revoit la nature. Et on est avec l'argent. Et avant de l'argent, non, je voudrais être dans l'ordre et je parlais de la transmission, puisque j'étais avec cette in vitro et tout ça. Alors nos enfants, ils viennent au monde, et bien, en tant que parents, on essaye de donner à nos descendants ce que nous pouvons. Et ça, c'est pendant notre vie, et quand nous décédons, bien, nous transmettons un patrimoine financier ou terrien, hein, et culturel, bien sûr. Alors, la transmission des terres de l'entreprise qui prolonge le passé dans un présent et dans un futur, il est parfois encore dépendant des codes napoléoniens. Eh bien, je ne pense pas qu'ils seront d'application pendant longtemps encore. Je pense que dans l'année 2019 déjà, la façon de voir le rapport entre l'immobilier, la nature, la propriété, la transmission, les héritages, ça va commencer à bouger sérieusement. Et qui dit bien dit terre, j'en ai beaucoup parlé, dit habitat. Et l'habitat, bien nous avons eu la hutte, nous avons eu la maison, nous avons eu l'immeuble, nous avons eu le gratte-ciel, nous avons la maison passive, et on peut se poser la question de l'habitat. On a eu l'habitat groupé, l'habitat individuel, etc. On peut beaucoup se poser dans les années qui viennent de l'habitat de demain. Alors que nous sommes de plus en plus nombreux et que le nombre des sans-abri augmente énormément et qu'ils font presque partie du paysage urbain. Donc ça, c'est également une problématique. Et l'argent, donc, au départ, c'est un objet précieux qui est troqué, au départ il y a très longtemps, c'est un objet précieux qui est lourd donc, taureau, qui est troqué comme une valeur identique. Ça peut être un bœuf contre une femme, mais ce n'était pas nécessairement péjoratif, parce qu'un troupeau de bœufs, c'était beaucoup de richesse, donc ça veut dire que la femme valait beaucoup. Il y a eu les rouleaux d'argent, les rouleaux d'or, il y a eu l'invention de l'imprimerie, une
phénoménal, les billets de banque et l'invention de la banque. Mais ça a été toute une histoire, hein, que d'accepter, de croire que tout ce sac d'or, maintenant c'est un billet, et dessus il y a la photo du roi, enfin la photo, l'image du roi, et puis ça vaut 10 louis d'or. Ce n'est pas évident de comprendre que ce billet, ça vaut 10 louis d'or. Et puis la banque apparaît donc dans les années 1800, elle ne cesse de croître, il y a l'usage de la carte bancaire qui remplace le chèque de plus en plus, il y a l'informatique, les actions en bourse, tout ça c'est des développements, et aujourd'hui nous sommes à l'heure du Bitcoin. De nouveau, c'est l'Uranus, puisque c'est de l'immatériel, du virtuel, qui transforme la matière en quelque chose de plus léger. Mais la virtualité, elle est donc de mise, mais on se dit, mais est-ce que l'argent qui est si matériel peut devenir abstrait? Je dirais qu'aujourd'hui, au niveau de la dette publique, il est déjà devenu abstrait, parce qu'il y a un grand décalage entre ce qu'on croit avoir et ce qu'on a vraiment. Et puis, ce n'est pas simplement la notion de quelle monnaie, de quel argent, mais de quelle est notre relation à l'argent. Il y a un autre domaine que je voudrais voir aussi par rapport au taureau, c'est l'art. Le taureau, gouverné par Vénus, est très lié à l'art, parce que l'art, c'est la forme du beau. Alors l'art, il a l'idée que l'art est la forme du beau. Pour moi, qui a une dimension artistique dans ma carrière, ça a quand même beaucoup changé depuis au minimum 50 ans. Hein, bon, minimum. C'est-à-dire qu'est arrivée cette idée que voilà, la science c'était pour la connaissance, la religion c'était pour la foi, l'art c'était pour la beauté. Ça faisait partie des piliers. Puis à un moment donné, l'art a dit non, 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 nous on n'est pas pour la beauté. Il y a dans l'art quelque chose qui nous parle de l'âme. Alors, il y a des niveaux bien entendu, mais quand je regarde une pièce de poterie, de vestige antique, et qui est une simple poterie pour prendre de l'eau ou pour mettre du grain, parfois je trouve que dans cet objet, il y a encore de l'âme. Donc c'est quelque chose qui a une dimension sacrée. Alors tout art ne peut pas avoir cette dimension sacrée, parce que cette dimension sacrée n'arrive que par accident ou parce qu'on est un génie dans ce domaine-là. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais, et ça ne va pas parler à tout spectateur non plus, c'est une rencontre. Mais néanmoins, le désir, la notion qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là est important. Et la dimension conceptuelle, elle n'était pas sacrée, mais elle essayait de remettre de l'idée dans quelque chose qui était devenu de la matière pour la matière, de la forme pour de la forme. Néanmoins, moi, je suis pour la beauté. Et quand je vois une biche dans la forêt, ben, je souris, parce que la beauté est là et m'emplit. Je trouve que c'est beau à regarder. Je préfère regarder ça qu'une forme monstrueuse. Mais je trouve que E.T., qui était un petit monstre, me fend le cœur. Donc, pourquoi? Parce que dans les yeux de E.T., il y a son âme. Donc, je ne suis pas en train de parler d'une beauté académique, ni d'une beauté, qui crée une évaluation entre ce qui est beau et ce qui n'est pas beau et des éléments de supériorité. Je ne suis pas en train de dire ça. Je veux dire que dans l'art, il y a une dimension de transcendance, et que cette transcendance, à un moment donné, doit arriver dans la matière, et nous la ressentons dans la matière parce que nous avons une émotion particulière, et que cette émotion particulière nous met en rapport avec la beauté, et cette beauté a une dimension sacrée. Quand Rembrandt se peint en tant que vieil homme et vieillard, qu'il a plein de rides et tout ça, on ne peut pas dire que c'est un bel homme, mais c'est une magnifique peinture. Donc on se comprenne bien. Je ne suis pas dans une promotion d'une sorte de beauté de vamp, hein, homme ou femme, ou
ou picturale. Donc, je parle de cette dimension du souffle. Et le marché de l'art, actuellement, est un marché qui, certes, promeut des artistes qui ont cette dimension-là, mais pas que. Et il en a les moyens, grâce à tous les moyens numériques, etc. Je ne vais pas faire une étude du marché de l'art, ce n'est pas mes compétences ni mon propos, mais ce que je veux dire, c'est que ce domaine-là, comme il est lié au taureau et à des valeurs taureaux, il va également être revu. Donc, je pense qu'il va y avoir des répercussions sur le marché de l'art et sur l'implication des artistes par rapport à l'art. Je ne peux pas vous dire lesquels, mais d'ailleurs je ne peux vous dire rien par rapport à toutes les formes que ça prendra, puisque Uranus est de l'ordre de l'inconnu et que le propos de l'astrologie, c'est pas de prédire le futur, parce que ça c'est vous voler et voler le cosmos de ce qui pourra lui arriver et l'enfermer, c'est d'être en analyse des énergies qui sont en mouvement et d'essayer de surfer le plus d'une façon consciente sur la vague de ces énergies. Donc là, je dirais que voilà, on a un nouveau corps ou presque, une nouvelle terre peut-être, des bitcoins probablement, et ça fait beaucoup pour cette assise taureau. Et c'est normal puisque Uranus nous met sur un siège éjectable. Donc toutes les valeurs éthiques et morales qui participent à la cohésion de société sont chamboulées. Parce qu'Uranus est dense et il révèle. Donc des scandales peuvent éclater dans plus d'un des domaines que j'ai analysés. Et les valeurs qui sont véhiculées par la société, la nôtre, quel que soit le parti politique, ces valeurs sont liées à une société de consommation. Or, Uranus, c'est plutôt du côté de l'air, c'est le principe céleste. On n'est pas trop dans la consommation, dans ce côté matériel. Donc, le taureau est drastiquement questionné par le principe uranien, en même temps, il est là. Il fait partie de nous. Et donc, les sociétés sont représentées par l'État et elles sont normalement séparées, l'État est normalement séparé du pouvoir religieux, encore que. Et en 2019, le pouvoir uranien, qui lui part de la personne, il va, avant de devenir collectif, il va s'opposer aux institutions officielles en place. Ça ne sera pas trop facile, mais il y a ce mouvement qui vient de l'individu. Et c'est seulement à la fin 2019 et à partir de 2020 surtout que l'État et les politiciens, sur base de ces événements, encore inconnus et surprenants, va statuer. Lorsque Saturne, Pluton et Jupiter se retrouveront réunis dans le signe du Capricorne. Et ça, je suis désolée, mais ça fait déjà un grand moment que je parle, et donc je vois à mon compteur qu'il est 1h16, donc c'est vraiment énorme, mais je vais aller jusqu'au bout. Et donc ça, c'est un article qui viendra plus tard, je ne vais pas m'occuper de ces principes maintenant, mais il compte, sachez-le. Alors, la femme dans tout ça, j'y viens. Donc depuis la nuit des temps, le principe féminin et le principe masculin participent à la vie. On a vu, c'était transposé sur Gaïa, cette forme énergie femelle, et Uranus, cette forme énergie mâle. Ce ne sont pas les uniques symboles dans d'autres cultures, dans d'autres mythologies. On a trouvé d'autres symboles, d'autres noms, mais ce sont des symboles, la force féminine et masculine sont des symboles de base. Et il y a toujours eu un problème entre les deux. On a vu l'histoire de Gaïa et d'Uranus, donc voilà. Et aujourd'hui, avec toute la psychologie, tout ce travail que beaucoup de personnes font de plus en plus, eh bien, nous sommes en train d'essayer de retrouver encore cette harmonie entre plus le patriarcat, mais pas non plus le matriarcat. Et donc, comment harmoniser son féminin intérieur et son masculin intérieur? Et là, c'est le mythe de l'hermaphrodite, le mythe de l'androgyne, qu'on trouve dans la mythologie grecque, qui reviennent. Alors parfois, ils viennent vraiment avec le transsexuel, etc., les opérations, mais ils viennent aussi dans une alliance à l'intérieur de ces deux principes. Et donc, quand il y aura une alliance
entre un partenariat dans la co-création, un dialogue avec la nature, un lien entre le ciel, ce que représente le ciel, ce que représente la terre, un cerveau équilibré entre sa partie gauche et sa partie droite, donc rationnelle et intuitive, dans un monde féminin-masculin en covalence qui est au-delà des prises du pouvoir, eh bien, je pense que l'utopie, qui est également propre à Uranus l'étoilé, pourra peut-être être un rêve qui se réalise. Là, on peut se dire, mais bon, tous ces changements sont en cours, et ce dont vous nous parlez, ben quoi, ça va arriver soudainement tout à coup. Oui, je pense qu'il y a des choses qui vont arriver tout à coup, mais parce qu'elles sont en gestation. Car un cycle planétaire a 2 points de départ. Le premier point est lié à son cycle, je vous ai dit, le cycle d'Uranus a 83 ans et il démarre à partir de la dernière fois où il se trouvait en Taureau. C'est-à-dire, il y a dans les années 35, là comme je vous ai dit, et l'autre dépend de l'entrée dans le premier signe zodiacal lors de son cycle, et ça c'est le signe du Bélier. Le signe du Bélier est avant le signe Taureau, donc les 7 dernières années, il était dans le signe du Bélier. Le Bélier, son symbolisme, c'est l'émergence. Donc tout a commencé à crépiter, hein, mais sans se mettre vraiment dans la matière. C'était entre 2011 et 2018, donc il y a beaucoup d'ensemencements qui ont déjà eu lieu et qui vont aller dans la matière du taureau, puisque c'est le propre de la matière du taureau que de donner consistance. Le problème, c'est que Uranus et le taureau, c'est des symbolismes qui doivent vraiment s'accorder, hein, parce que le taureau résiste à la fracture que représente Uranus. Et donc, la nature, elle est avec des énergies nouvelles, bon, la nature, dans la nature, c'est ce qui fait trembler, c'est ce qui fait fracture, c'est les vents, hein, le ciel c'est le vent, c'est l'assèchement, c'est ce qui fait craquer. Nous sommes dans beaucoup de modifications que je vais renommer pour faire une sorte de résumé. Donc il y a la nature, il y a les énergies nouvelles, il y a l'électricité qui trouve de nouveaux usages, il y a l'informatique, les applications à n'en plus finir. Il y a les réseaux sociaux qui modifient complètement notre rapport à l'information, au temps, à l'espace et aux liens. Il y a les pactes affectifs qui sont modifiés, de la naissance, l'accompagnement de fin de vie. Il y a le capitalisme qui est bousculé. Il y a la propriété qui est revue, l'immobilier qui doit revoir ses plans, les nouvelles crypto-monnaies. Bon, il y a beaucoup, la finance qui est questionnée, la bourse qui est secouée, et les frontières qui sont remises en question, les migrations, bon, et Dieu dans tout ça. Dieu, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, eh bien ce Dieu, on le cherche. Alors, le symbolisme uranien n'est pas du côté de Dieu, dans le sens d'un Dieu mystique, codifié également par une religion, parce qu'il est révolté. Et donc c'est plutôt du côté de Dieu, du côté du symbolisme uranien, pardon, une énergie magnétique, créatrice, qui éveille et qui parcourt les consciences, une force qui insuffle un esprit de liberté, une soif d'inconnu, d'élargissement des possibles, de dépassement. Et aujourd'hui, il y a des dogmes terroristes qui sont contre-attaqués au nom des libertés, fort heureusement. Il y a les scandales qui dénoncent les abus de prêtres et des prêtres pédophiles, mais il y a aussi des figures charismatiques, spirituelles, extrêmement éveilleuses, extrêmement bénéfiques, quelles que soient les religions. Il y a aussi ceux qui n'appartiennent pas à une religion particulière, mais qui sont dans l'empathie, dans l'éveil, dans la compassion. Et il y a l'apparition de ce que j'appelle les héros. Les héros, j'ai fait une allusion tout à l'heure avec la mythologie grecque, de ce demi-dieu dont le récit mythique chantait le courage face à des adversités lui venant d'un destin incontournable. Par exemple, on connaît, sans être très cultivé, le héros Hercule, hein, et le lion, d'accord? Voilà, la force d'Hercule. Voilà. On sait que c'était un héros, on sait qu'il a eu 12 travaux, même si ça s'arrête là, il y a quand même une figure de héros qui se profile dans notre connaissance, dans notre champ de vision. Donc aujourd'hui, il y a de nouveaux héros qui apparaissent. Alors, il y a la star de foot, il y a la star de variété, il y a les vampes de l'échiquier politique et artistique, mais il y a aussi monsieur et madame tout le monde après une crise. Et c'est d'eux dont je voudrais parler. Donc, tout en appartenant à notre race et notre réalité humaine, voilà qu'à l'occasion d'une épreuve, monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire moi, vous, moi,
ont une crise et rien ne va plus. Et c'est un point de bascule. Et à ce moment-là, il n'y a plus de choix que de se mettre en marche vers un tout autre monde. Alors commence l'aventure du héros. Parce qu'il faut quitter. Et il faut aller dans, j'en sais rien, mais ailleurs. Et parfois, le visage de ces héros est tout à fait privé, n'en est pas moins grandiose pour autant. Et quelquefois, ce héros a un visage public. Et à ce moment-là, il partage un peu de son parcours qui devient une initiation. Et ces héros contemporains sont de plus en plus nombreux. Et les méandres de leur doux traversée, de leur confusion dissipée, des conflits dépassés, des ténèbres transformées en trous de noir de lumière, nous émeuvent car ils nous parlent de nous. Ils nous introduisent à nos possibles dépassements. Ils sont les acteurs vivants pour la catharsis de demain. Nous voilà dans le théâtre grec. Et ils sont typiquement uraniens, ces héros Prométhée. Et Prométhée, c'est un mythe dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Il y a un danger, c'est que ces héros, nous avons tôt fait de les déifier, de les aduler en restant assis sur notre misère et d'espérer le conflit, et d'espérer le salut, en gonflant leur ego. Ça, c'est pas bien pour eux, à ces héros, et c'est pas bien pour nous, car il s'agit de se lever. Il n'y a pas que les héros, il y a aussi ce que j'appelle les chevaliers des temps modernes. Alors eux, c'est eux qui sont plus du côté du social, et pas de ce mouvement intérieur. Ils se battent pour une cause. Ils se fédèrent en association à partir de leur prise de conscience pour une cause. Et c'est aussi monsieur, madame et tout le monde, parce qu'on a mis les poubelles sur le trottoir pour la 10e fois et que ça suffit. Il va falloir que je fasse propreté. Parce qu'on a coupé l'arbre devant ma rue et que c'est pas acceptable, je n'accepte pas qu'on coupe les 10 prochains, etc., etc. Et dans un quotidien, dans un local, ils commencent à œuvrer en créant du lien, en favorisant les contacts, en participant à des transformations. Et leur action n'est pas sur un mode pyramidal, mais sur le mode du lien. C'est pas un parti, même si à un moment ça peut le devenir. Mais c'est une propagation d'une façon co-créative, de personne à personne, qui sont sensibilités autour d'un même thème. Et là, on ne parle pas de problèmes que j'avais papa, avec maman, avec mes enfants, avec ma fratrie et avec mon voisin. On parle de problèmes de société, pour une société meilleure. On se mobilise. Ça peut être j'ai été agressé et je vais m'occuper de défendre les gens qui sont harcelés ou qui sont agressés à leur travail ou dans la rue. Hein. Mais c'est dans ce mouvement sociétal. C'est une sorte de nouveau civisme d'un citoyen responsable qui se dit ça suffit, ça peut plus durer, il faut que je remette du civisme, pas par la loi civique qui devient déficiente ou inefficace, mais il faut que je recrée comme une sorte d'éducation et de lutte par rapport à ça. Donc il y a un ensemencement extraordinaire qui a commencé. Et dans le signe du taureau, qui est un signe de construction, il va falloir donner consistance à ces innovations uraniennes qui sont contraires à la continuité d'un passé installé dans le statu quo et dans les anciens paradigmes. Et bien sûr, il y a des conflits de pouvoir à prévoir. Alors, le principe uranien est d'une telle luminosité soudaine qu'il électrise les consciences et fracture la matière. Je pèse mes mots. Le défi n'est donc pas d'enfanter des monstres comme Gaïa et Uranus, qui du nom d'hérésie, chaos, violence, absolutisme, mais des enfants qui pourraient s'appeler fraternité, droit à la différence, génie, humanisme, individualisation, inconnu, liberté, libération, dépassement. Car la lumière uranienne révèle. Nous avons donc quitté le champ d'un univers de force primordiale pour entrer dans un monde où l'homme est advenu. Mais ces forces puissantes, indomptables, sauvages, n'ont pas disparu pour autant. L'ancienne lutte entre Gaïa, la terre-matière, et Uranos, l'esprit-ciel, se rejoue, car leurs principes sont de toute éternité,
inhérents à l'homme et à la collectivité, qui selon les cultures les nomment différemment et les inscrit dans un autre récit mythique où des constantes se retrouvent. Aujourd'hui, une galaxie d'approches thérapeutiques diverses étoile par myriades nos prises de conscience. Le feu a pris. Un éveil est en marche. À côté d'un citoyen endormi, un autre est en éveil. Les mouvements citoyens ne sont plus seulement d'ordre politique, économique, religieux. Ils se mobilisent pour un plus de conscience, d'une conscience autrement. Et quand le chant des mythes devient collectif, le monde change. Le ton est donc donné par des porte-paroles planétaires. Je vous ai parlé d'Uranus, dans le signe du Taureau. Une révolution est en marche. Elle est plurielle, elle est à multifacettes. Et son défi est un défi très important. C'est le dépassement du conflit entre une déshumanisation et une humanisation autrement au sein de notre civilisation en mutation. Et cette dimension spirituelle de compassion et du vivre ensemble dans un monde qui se relie à l'univers des dogmes est vitale. J'ai envie de dire en marche conscience, et j'ajoute où la terre pourrait trembler. Je vous laisse donc avec cela, car si nous ne sommes pas responsables des mouvements de notre galaxie, nous sommes acteurs de la façon dont nous répondons à ces interpellations.